Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic à l'aube de 3 semaines intenses pour l'OGC Nice. À mes côtés pour en parler, comme chaque semaine, nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin. William Imbercé, salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Aurélien Mar, salut Aurélien. Salut Mika et bonjour à tous. Et Antoine Delgoulet, sa magnifique chemise. Je suis désolé Antoine, on est obligé de la relever. Elle est magnifique. Bravo pour ton look. Salut Antoine. C'est la première fois que je la mets, ça fait quelques mois que je l'ai. C'est un hommage à Didier Roustan. D'accord, Voilà, qu'on embrasse évidemment Didier, on pense fort à lui. Notre invité cette semaine est l'ancien préparateur physique de l'OGC Nice, en charge actuellement, entre autres, de la sélection haïtienne. Alexandre Delal est avec nous. Salut Alex. Bonjour Mika, bonjour à tous. Tout va bien? Parfait. Un peu fatigué? Un petit peu fatigué, voilà, Ouais. le décalage horaire, mais toujours content d'être sur le plateau de Gym Tonic et de pouvoir partager un moment convivial. Et oui, il multiplie les déplacements, Alex, on en parlera avec lui. Au sommaire de cette émission, nous reviendrons sur le succès face à Nantes, avec un focus sur le Belge Charles Van Noot, qui règne déjà sur le milieu de terrain niçois. Nous parlerons projection offensive dans l'instant tactique d'Aurélien, avant de se poser cette question dans le pour-contre. Jérémy Boga est-il capable de mettre 15 buts par saison, comme le dit Francaise? Will et Aurélien débattront à ce sujet. Et puis dans la deuxième partie de ce Gymto, nous évoquerons ce déplacement à Brest, prélude donc d'un calendrier chargé pour les Rouges et Noirs entre septembre et octobre, avant la prochaine trêve internationale. Et puis en fin d'émission, dans le Souviens-toi d'Antoine, on reviendra sur un Brest-Nice de Coupe de la Ligue en 2012, avec les premiers buts sous les couleurs niçoises d'un certain Dario Zvitanic. Mais pour attaquer cette émission, on va revenir un instant donc sur le succès rassurant, plutôt rassurant, de l'OGC Nice face à Nantes. Victoire 1-0, mais l'addition, mon cher William, aurait dû être plus lourde sans un Anthony Lopez des grands soirs. Ouais, ben comme d'hab, le gardien nantais est toujours très bon contre l'OGC Nice. Dédicace à Philippe Camps qui disait que le Canari n'est jamais meilleur qu'en cage. C'est une réalité. Donc ouais, Lopez très bon, mais c'est vrai que dans le contenu il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Autant j'étais mesuré après la première victoire de la saison contre Auxerre, autant celle-ci elle est beaucoup plus logique, elle est beaucoup plus étoffée en termes de contenu, avec des retours de blessures, avec une équipe à 11 vraiment convaincant, encore des ajustements offensifs plutôt à faire, parce que ça manque un peu de danger devant, mais beaucoup de cohésion. Cette fois, on a vu une vraie équipe après la prestation qui n'en était pas une au Havre. Vraiment un contenu rassurant, même si malheureusement on sait qu'on ne pourra pas reconduire le même 11 à Brest ce week-end, puisque Dante, encore une fois, ne sera pas là. Et on voit à quel point il est important, parce que ce clean sheet, ce match, c'est aussi parce qu'il y a Dante derrière qui rassure les jeunes défenseurs et toute l'équipe avec. On va reparler effectivement de l'absence de Dante pour le prochain match face à Brest. C'est la grosse information de cette semaine. Mais avant cela, on va regarder les stats entre Nice et Nantes, avec une possession bien évidemment en faveur des Aiglons. 8 tirs cadrés, donc 7 arrêts décisifs de la part d'Anthony Lopez dans cette rencontre, surtout en première période, où il en fait au moins 6. Le poteau trouvé également par Sofiane Diop sur une belle frappe. Et c'est vrai que l'OGC Nice a dominé cette rencontre. Mais malgré tout, Alex, voilà, quand tu gagnes que 1-0, quand tu mènes que 1-0 dans ce genre de match, surtout face à une équipe que tu n'avais pas battue depuis au moins 3 ans et demi, il fallait faire attention aussi, quoi. Bien sûr, oui, c'est sûr que tu peux douter. En plus, vu le contexte du mercato qui a été un peu compliqué, on va pas en reparler, mais et qu'il y a certains joueurs qui reviennent, comme Dante, il y avait beaucoup on va dire, d'interrogations, et l'équipe avait besoin de trouver un équilibre. Le coach, il est en train de chercher un peu l'équilibre avec les joueurs qu'il a. Et je pense que Dante, il a permis aussi d'apporter cette sérénité, être le relais. C'est ça qui est important, le relais de Francaise. Ça, c'est quelque chose dont chaque coach a besoin au niveau du terrain. On a besoin d'avoir des relais fiables qui vont donner les bonnes indications, qui vont faire monter le bloc quand on le souhaite, qui vont faire reculer le bloc quand c'est nécessaire, de gérer les temps forts, les temps faibles. Voilà, sur tous ces positionnements tactiques, il est important, il est très important. C'est pas que sa maîtrise technique qui est intéressante, c'est vraiment sa connaissance tactique et son sens du positionnement, la lecture du jeu qui permet aussi de faire épanouir tous ses
collègues. Et l'équipe, elle est quand même jeune au final. Ouais, elle est très jeune. Antoine, est-ce que, d'un point de vue du jeu, on revient sur les standards un peu qu'on connaissait par rapport à l'équipe de Francaise l'année dernière sur ce match face à Nantes? On a retrouvé des schémas, effectivement, de Lalande. Et moi, ce qui m'a plu surtout, j'ai trouvé beaucoup d'audace en première période, enfin en début de match. Les Niçois, ils ont investi le camp nantais et ils ont vraiment été percutants offensivement. Voilà, ils ont tiré au but 19 fois, 19 tirs, c'est quand même énorme, 19 tirs au but. Voilà, après c'est vrai que Lopez a été bon, mais après moi je mets un petit bémol parce que Lopez il a quand même un jeu qui est très spectaculaire, donc des fois on a l'impression que ça fait des arrêts miraculeux. Alors tu as tiré beaucoup dessus. Tu tires quand même dessus. Moi, je pense qu'un Boulka, il arrête comme ça, alors que lui, il va s'envoler comme ça. Et puis, bon, voilà, c'est le petit bémol que je mets. Effectivement, il a été bon. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais son jeu spectaculaire fait qu'on a l'impression des fois que c'est des arrêts miraculeux, alors que pas spécialement, quoi. Mais en tout cas, j'ai trouvé Nice très audacieux, notamment au début de match. Et franchement, ça m'a fait plaisir. On a retrouvé le gym de la saison dernière par moment. Et puis avec, on l'a dit, donc quelques retours dans l'équipe aussi qui font du bien. Des premières, on va parler de Van Noot tout à l'heure, et puis Gouveia également qui est entré en jeu dans ce match-là. On sent que le groupe, ça y est, commence un peu plus à s'étoffer par rapport à ce mois d'août un peu compliqué et les matchs face à Benfica où il manquait du monde. Et le groupe prend forme, et puis les retours aussi de blessures en plus des arrivées au mercato, où on a parlé de Dante, permis à Opong, etc. de s'exprimer encore plus. On l'a vu frapper de 35 mètres en première mi-temps sur une situation où les Niçois ont frappé aussi 3 fois de loin, donc ça montre voilà, toute l'audace dont Antoine parlait et qui est caractéristique de ce match-là contre Nantes. Ça va libérer aussi certains joueurs, les retours de certains cadres. Donc oui, c'est ce qu'on a commencé à voir contre Nantes. On va écouter Franck justement sur ce groupe qui se forme. Il était en conférence de presse hier devant la caméra de Philippe Bertini. L'équipe se crée, le groupe se crée parce qu'on aura besoin d'un groupe. Voilà. On n'aura pas besoin juste 11 joueurs ou 12 joueurs, ça ne sera pas suffisant. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait 18-20 joueurs, qu'on ait un vrai groupe, prêt à aller chercher des résultats en championnat, des résultats en Europa League, des résultats en Coupe de France. Voilà. Et c'est avec le groupe qu'on va réussir à le faire. Voilà, tout le monde aura son importance, tout le monde a déjà son importance, mais tout le monde aura, puisqu'il y aura la succession des matchs, là il y en a 5 en 16 jours, la trêve internationale, mais qui pour la moitié de l'effectif ne sera pas une trêve, puisqu'ils enchaîneront 2 matchs, je pense pour au moins une dizaine ou une douzaine de joueurs, pour réenchaîner sur 7 matchs en 23 jours. Donc on va pas la faire à cette période, on va pas la vivre avec 11 ou 12 joueurs. C'est pour ça que la notion de groupe, la notion de collectif, elle va prendre tout son sens. Voilà, donc c'est pour ça que je suis content de ce que je vois depuis 2-3 semaines là. Voilà, content, Francaise, de ce qu'il voit depuis 2-3 semaines à l'entraînement. Tu as suivi, bien évidemment, les péripéties, une nouvelle fois, dans la préparation, puisqu'avec beaucoup de joueurs blessés, c'était déjà le cas en début d'année. Là, pour affronter Benfica, il y a eu jusqu'à une dizaine de joueurs en moins encore du côté de l'OGC Nice. C'est quoi? C'est la faute à pas de chance? C'est les joueurs qui sont un petit peu fragiles aussi, plus fragiles qu'avant? Comment expliquer un petit peu tout ça? Non, je pense pas. Bah, déjà, tu as des joueurs qui étaient blessés de la saison dernière. Donc ça, tu les as conservés et tu commences une saison avec déjà 2-3 blessés de longue durée. Ouais, t'avais Ndombele qui est déjà blessé la saison dernière. Bon, Youssouf et Abdelmonem. T'avais Abdi qui était un peu... Voilà, donc c'est compliqué. Ouais. Donc ça t'en fait déjà 4, plus un mercato qui était quand même assez incertain. Tu sais, on l'a vu, il y a eu des joueurs peut-être qui n'étaient pas disposés à partir et qu'au final ils sont partis, donc tu as peut-être tu as exposé des joueurs un peu plus que tu aurais pensé le faire. Après non, il n'y a pas de problème lié aux blessures plus que ça, simplement tu as dû être prêt très tôt, donc tu as dû être prêt très tôt contre une équipe qui est quand même un cadre donc il a limogé son entraîneur hein, déjà. Il a limogé son entraîneur. Ouais, c'est Mourinho qui arrive. Ouais, ça. Et ça perd contre Karabag. Oui, ça a perdu contre Karabag, premier match de Ligue des Champions. Ouais, mais jouer comme ça un tour préliminaire, c'est difficile. On l'avait joué avec l'Ajax, contre l'Ajax à l'époque, ça s'était bien passé, après on avait joué Naples, mais c'est une période délicate parce que arriver de suite au top de sa forme,
c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Il y a eu quand même quelques péripéties, comme tu l'as dit. Tu as Dante qui a eu ce souci après aussi par la suite. Bon, je suis pas dans l'intérieur du vestiaire et du staff médical, mais ça travaille quand même correctement là-bas. Il n'y a pas trop de doute sur. On va reparler de Dante justement, parce que comme on l'a dit, c'est l'information de cette semaine. Bon, on savait qu'il n'allait pas jouer tous les matchs cette saison à 42 ans. Là, on commence à nous dire, voilà, ça sera peut-être même un match sur 2 pour lui. Il va falloir faire très attention à ses genoux, quoi. Le coach l'a clairement dit en conférence de presse, un match tous les 4 jours pour Dante, on oublie. Que ce soit lui ou le staff, tout le monde oublie. Il va falloir l'économiser, l'aligner sur les matchs les plus importants. Alors quel choix? L'Europe, la Ligue 1. Là, en l'occurrence, peut-être pour ce premier enchaînement, on voit que Brest, il sera pas là. Peut-être qu'il sera là pour Rome. Et il loupera Paris FC. Voilà, il y aura une gestion à faire, mais elle sera très importante. Il faudra qu'elle soit judicieuse parce que Dante, c'est un apport au-delà du terrain, comme le disait tout à l'heure Alex. C'est l'aura aussi qui l'amène, c'est vraiment cet esprit. On voit Opong est très bon depuis qu'il est là. Mais Opong, il est très jeune. Alors, il est bon, il est très bon. Je vais tempérer un peu parce qu'il fait quand même aussi des erreurs de placement. Mais justement, c'est un peu le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que l'audace, la fougue, les projections, il fait un centre au bout de 3 minutes, une frappe au bout de 20, il est partout. Et puis après, dans le dos, des fois, il se lance un peu comme un foufou, il est pris dans le dos. Mais ça, c'est pareil, quand il y a Dante à côté de lui, une fois, je te recadre, attention, et ça va aller de mieux en mieux, mais sans Dante, c'est différent. Il n'y a personne qui peut prendre réellement ce relais en défense. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu l'anticiper un petit peu, cette saison de départ de Dante, sa dernière saison, avec justement un cadre en défense centrale qui puisse apporter ce qu'apporte Dante quand il n'est pas là? Un cadre, t'en as déjà un, t'as Youssouf, qui est, même s'il est... Oui, mais il est blessé. Il est blessé. Tu sais qu'il ne va pas revenir avant le mois de janvier. D'accord, mais il est aussi... il est pas loin, quoi. Voilà, il est là. Alors c'est sûr, oui, mais il l'avait anticipé. Mais peut-être que je pense qu'ils ont pris Opong, c'est jeune, effectivement, mais je pense que s'ils n'en ont pas fait un, c'est qu'ils n'ont pas pu le faire. Parce que c'est sûr que je pense qu'ils ont pensé depuis le temps que Dante il doit arrêter et qu'il prolonge à chaque fois. S'il le prolonge, à mon avis, ils ne trouvent pas au moins quelqu'un qui peut être l'équivalent. Donc s'il le prolonge, c'est aussi voilà, parce qu'ils n'ont pas de solution à apporter à part lui. Et pour le trouver aussi, c'est la perle rare. Hein. Donc je pense que ça va être difficile à remplacer. Central gaucher, denrée rare. Hein. D'expérience. Denrée rare. Et cher. Sur la gestion de Dante, Alex, à 42 ans, c'est quoi? C'est les genoux qui grincent, c'est normal à cet âge-là. Nous, à 46, 47, on a déjà les genoux qui grincent. Bien sûr, oui, il a été exposé durant toute sa carrière. Hein. Il a fait un nombre de matchs. Et là, on parlait un peu de l'enchaînement de matchs qu'ils vont avoir. Là, 5 matchs en 16 jours et après 7 matchs en 23 jours. Ça, il l'a connu toute sa carrière. Toute sa carrière, il a connu ça. Donc, il a une exposition très importante et c'est les articulations qui prennent. Et moi, si tu veux, je ne suis pas forcément inquiet pour Dante parce qu'il a une hygiène de vie qui est assez irréprochable. Il construit, on va dire, tout l'environnement autour de l'entraînement de manière assez incroyable. C'est plus l'enchaînement de matchs, tu vois. Quand tu as un groupe, ils ont quand même un groupe qui est restreint, c'est pas facile d'enchaîner ces matchs parce que tu as les trêves internationales qui apportent une charge supplémentaire, les déplacements parce que tu en as qui jouent un peu dans différents pays aussi. Donc les déplacements sont coûteux sur le plan mental et au niveau énergétique également. Donc l'enchaînement de ces 5 matchs, trêve internationale, plus après cette période de 7 matchs, plus une nouvelle trêve en novembre, plus de nouveau un enchaînement de matchs, tu sais que là, tu as 2 mois et demi, si tu te projettes, et le staff s'est certainement projeté là-dessus, où la gestion doit être la plus large possible, et la notion de groupe, comme il a dit Francaise, elle est très importante. Et lui, il a un jeu qui est quand même énergivore, tu vois, on parlait d'être conquérant, il aime bien qu'on aille chercher les joueurs, qu'on soit entreprenant, mais c'est coûteux, tu vois, c'est très coûteux énergétiquement. Coûteux sur le plan physique, effectivement, pour les joueurs d'histoire. On va parler tactique tout de suite avec Aurélien. L'instant tactique d'Aurélien. Alors la semaine dernière, on a parlé comment les défenseurs niçois se faisaient prendre dans leur dos. Là, on va plutôt parler d'aspect offensif, de projection offensive. Exactement, et revenir sur l'audace et les bonnes choses que les Niçois ont faites contre Nantes.
On voit sur l'action du but de Boga que 5 Niçois sont projetés offensivement, alors que le ballon a été récupéré par Van Hout au niveau du rond central. Dans le camp niçois, face à seulement 4 Nantais, comme ça ne vous échappe pas. Et l'appel de Van Hout en plus va servir à aspirer la défense nantaise qui doit gérer les appels de Carlos en plus et de Diop. Ce qui va ensuite permettre à Boga de finir son rush en solitaire. On va le voir sur la prochaine action, ils sont encore 4, donc le même nombre dans la surface de réparation. Le temps d'avance est gardé parce que les Nantais n'ont pas eu le temps de revenir. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que Van Hout s'est projeté très vite. Boudaoui était en soutien également, donc les deux milieux axiaux ont suivi l'appel des offensifs. Et ensuite, on va avoir une deuxième situation à peu près similaire, c'est quelques minutes plus tard, avec Barre sur le côté, très offensif là aussi, Boga encore à l'initiative, et Mofi qui prend directement la profondeur dans le dos de la défense nantaise. Là aussi, Boudaoui et Sanson sont très hauts, donc des milieux axiaux de formation, même si Sanson venait à cet instant-là de remplacer Diop en poste d'attaquant de soutien. Mais Barre du coup va réussir à centrer. Mofi, on va le voir sur la prochaine image, va toucher ce ballon de la tête, et là encore on retrouve Boudaoui et Sanson dans la surface. Ils sont 3 pour 3 d'entrée, en 1 contre 1 dans la surface sur un centre. C'est vraiment très fort. Il y a Boga en aussi. tant que il y a Boga juste là, exactement, qui est bien serré, mais c'est quand même une projection à souligner. Il y a eu du nombre, il y a eu de l'apport offensif. Et puis on verra que même si la tête de Mofi est repoussée par Anthony Lopez, et bien repoussée d'ailleurs sur le côté. Sur le côté, ouais. Il y avait du monde là. Il y avait du monde, il y avait Sanson, et puis on voit que Barre était de l'autre côté, mais Klaus, l'autre piston, est là aussi dans la surface. Donc les projections offensives niçoises ont concerné vraiment toute l'équipe, hormis bien sûr les 3 centraux. Mais voilà, quelque chose à souligner de cette rencontre contre Nantes. Et ça, merci Aurélien, ça c'est le jeu francaise. Au final, passe par derrière, Aurélien, si tu veux bien. C'est surtout que la transition est toute faite pour le sujet d'après. Quand tu as Charles Van Hout, sentinelle, joueur d'équilibre, tu permets ces projections. Boudaoui, Sanson, les deux sont dans la surface. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que Van Hout compense derrière eux. Donc ça libère pas mal de choses. Mais justement, puisque tu en parles de Charles Van Hout, il est l'objet de notre focus. Le jeu de transition comme Charles Van Hout, tu vois, entre Will et moi. Avec sobriété et efficacité. Exactement, c'est ce qu'on a dit dès la fin de cette rencontre, avec donc un joueur qui fait son premier match sous les couleurs niçoises et qui a déjà joué comme s'il était chez lui depuis plusieurs rencontres. C'est facile ça pour un joueur intelligent, en tous les cas, d'arriver comme ça et de se dire ça y est, c'est moi le patron au milieu de terrain. Après, ça c'est quelque chose qui est naturel. Je pense pas que c'est évident, mais c'est naturel. Tu vois, tu as un peu cette manière d'être, et au milieu de terrain, tu dois quand même tu dois prendre le jeu à ton compte. Tu dois pas être discret, tu dois pas être timide. Donc ça me surprend pas. Après, les premières minutes sont souvent les plus importantes. Ça peut te donner confiance ou ça peut te faire douter. Mais là, en l'occurrence, pour lui, je pense qu'il avait besoin de ça. Il s'est senti à l'aise, le coach l'a certainement mis bien à l'aise par rapport aussi à l'équilibre des 3 milieux, qui est avec Boudaoui et Sanson. Je pense qu'il y a un bel équilibre qui a été trouvé, ils se complètent bien tous les 3, peut-être qu'ils s'entendent bien aussi en dehors, mais aussi on va dire, sur le terrain. Je pense que c'est assez facile, et ils parlent la même langue, tu vois, c'est pas important, l'intégration est assez facile. Sobriété, efficacité pour toi, donc, pour Charles Van Hout, parce que voilà, il n'en rajoute pas. On va voir ses stats justement sur cette rencontre entre l'OGC Nice et Nantes, les stats complètes de Charles Van Hout avec une passe décisive, alors même si elle est loin, parce qu'il l'a dit, c'est une demi-passe décisive, parce que Boga fait tout le boulot derrière. Tu vois que en termes, 65 passes, 3 occasions créées, c'est quand même bien aussi pour un milieu de terrain. Il n'y a pas que Boudaoui qui se charge du travail offensif pour les milieux. Passe dans le dernier tiers, 14 passes. Ça, c'est énorme. Ça se joue vers l'avant, quoi. Ça, c'est énorme. C'est ça, c'est que avec ce rôle de sentinelle qui est censé être plus défensif, être dans l'équilibre, le placement, il est capable aussi de favoriser les transitions rapides. Et c'est pour ça que pour moi, alors dans les stats, la passe D, elle est compliquée.
marqué, mais l'action décisive, non, elle est limpide. Il est vraiment décisif parce qu'il récupère le ballon et parce que derrière, comme on a parlé Aurélien dans ses images, il fait l'appel, il propose la solution qui fait que ça fixe d'autant plus la défense et ça permet à Boga de pouvoir aller tout droit et de marquer. Donc il est dans le dépassement de fonction, ce qu'adore Francaise, hein, et il le réclame beaucoup chez ses défenseurs, il le réclame aussi chez ses milieux de terrain. Et sobriété, efficacité et surtout intelligence en fait, parce qu'il n'en fait jamais plus qu'il n'en faut. Quand il faut lâcher, il lâche. Quand il faut conserver, il conserve. Il a une orientation, il a toujours un œil sur la meilleure option. Et puis moi, au-delà de ce que j'ai vu sur le terrain, on l'a rencontré aussi hier en marge de la conférence de presse. L'intelligence, c'est limpide, c'est franchement la tête bien faite. Et puis on voit que, par exemple, un petit détail, on lui a demandé pour le match de Brest. Il a commencé à nous dire ouais, je sais qu'à Brest, alors il y a du vent. Je sais que devant ils ont Ajorc, qui est un grand joueur de taille, qui joue long devant sur lui. Il se renseigne sur tout. En fait, il est vraiment pas là pour dire contre qui on joue, je sais pas. Non, tout est calé. Des joueurs comme ça, hein, mais jusqu'à la causerie ou à la vidéo. Justement, et je pense que ça contribue aussi à cet état d'esprit collectif qu'on retrouve, qui est plus soudé, qui est plus cohérent, parce que lui, vraiment dans le vestiaire, il a de la bonne humeur, mais je pense qu'il amène beaucoup de sérieux et de rigueur sur le travail et l'implication. Et tu parlais d'intelligence, justement, il était interrogé là-dessus lors de la table ronde organisée par l'OGC Nice pour présenter hier Charles Van Noot et Salis Abdoul Samed. On écoute le Belge. Oui, j'aime bien les analyses, j'aime bien les lectures de jeu. Je pense que c'est une qualité d'être intelligent. Mais tu vois, il y a aussi dans cette lecture, il y a beaucoup de trucs qui peuvent t'aider. La communication, le style de jeu, le coach, qu'est-ce qu'il demande. Tout doit être clair. Et je pense que ça m'a aidé. C'est très clair ce qu'il demande, le coach et le staff. Donc ça aide pour les joueurs, mais aussi pour moi sur ma position. Bien, Will. Voilà, donc Charles Van Noot qui parle de son intelligence de jeu. C'est vraiment ça aussi. Ça manquait peut-être dans l'effectif niçois un joueur comme ça cette saison. C'est vrai que ça manquait, puis en plus il amène toute son expérience, et en plus il a un état d'esprit, enfin un peu un parcours de vie. Moi ça me fait penser un peu à Pierre Lesmelou. Parce que révéler un peu sur le tard. Bon voilà, et puis là il disait que c'était le Covid un peu qu'il avait aussi mis en selle hein, après le Covid, et puis ça se voit en fait, et puis c'est un gars qui s'intéresse à tout, donc ça va être un futur coach, hein, ça se... Il le dit, hein. Ça se voit déjà, puis ça se voit dans son placement, ça se voit dans les manières dont il parle, dont il prépare les matchs, et c'est vrai que tu as besoin de quelqu'un comme ça. Alors Dante était comme ça, alors tout à l'heure tu parlais un peu, peut-être qu'on l'a pas trouvé en défense, le successeur de Dante, mais peut-être que tu l'as trouvé au milieu de terrain. Une sorte de taulier du milieu de terrain. Il avait un entraînement ou deux peut-être dans les jambes avant. Deux entraînements dans les jambes avec l'OGC. C'est facile de se fondre dans un groupe comme ça dès son premier match avec deux entraînements. Tu connais pas tes coéquipiers, tu viens d'arriver et tu t'agis déjà en patron. Quand tu es intelligent, comme on a expliqué, là, il a l'air d'être très actif, très impliqué dans l'analyse, on va dire, de l'adversité. Il a certainement dû analyser aussi ses coéquipiers. Donc je pense que c'est facile pour lui. C'est un peu ses caractéristiques. Il est dans la lecture du jeu. Il a une bonne capacité d'anticipation. Pas surpris. Je suis pas surpris du tout. Je pense que ça va être important pour le club d'avoir un nouveau relais. Hein. Quand tu as deux relais, tu vois, je pense qu'il cherchait des relais à l'intérieur du groupe et je pense que lui, il va en constituer un relais aussi important au niveau du milieu de terrain. Ça va être. Ça t'est déjà arrivé de voir des joueurs comme ça, au bout d'un entraînement, tu dis oula, celui-là, ça y est, lui, il va être titulaire et il va plus bouger de l'équipe, quoi. Ouais, il y en a, ils peuvent te marquer rapidement. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment la régularité. Quand tu es en pro, un joueur qui fait un coup sur un match et qui après, tu comptes pas dessus, où il est absent pendant 10 matchs, tu vois, il est moyen. Non, nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs qui soient réguliers tout au long de la saison. Et on appelle ça, c'est des joueurs fiables. Et au milieu de terrain, tu as besoin d'avoir des joueurs réguliers et fiables. Et je pense vraiment qu'à travers son intelligence, sa manière d'être, ses capacités aussi, je te redis, son placement, l'observation du contexte et sa lecture de jeu, sa prise d'information, il va être important pour l'équipe. Tu parlais des choses rares, qu'un joueur sait contre qui il va jouer le match d'après et tout ça. Il y a aussi une autre chose qui est rare, c'est vraiment un joueur qui aime le football.
C'est au-delà d'être son métier. Il aime vraiment le football et on le voit dans ses choix de carrière. Il explique que quand il était au Cercle Bruges, pour le transfert, il a des options. Il choisit l'Union, qui est un petit club qui a peu de moyens financiers, qui lui proposait un salaire bien moindre que d'autres clubs, mais parce qu'il jouait l'Europe. Et c'était ça son intérêt à chaque fois, c'est jouer l'Europe, monter des steps sportifs et non pas financiers. Et il le dit, aujourd'hui arrivé à l'OGC Nice avec un beau transfert, il est récompensé de son choix d'avoir été à l'Union. Donc c'est toute une réflexion basée sur le football et le sport. Pour toi, c'est un step de passer de l'Union Saint-Gilloise qui joue la Ligue des Champions et qui aujourd'hui a gagné son premier match de Ligue des Champions, voilà, et de passer à l'OGC Nice aujourd'hui? Oui, parce que le championnat de France est plus exposé. Voilà, il sera plus sous les radars, il sera plus vu, il sera plus mis en lumière. Puis je voulais juste aussi rajouter tout à l'heure que c'est un garçon, il a été capitaine du Cercle Bruges et capitaine de l'Union Saint-Gilloise, et c'est pas par hasard. Donc ça prouve que voilà, c'est un élément indispensable d'une équipe. Passé par Yverdon aussi, hein, c'est ça? Comme Kevin Carlos. Oui, c'est Kevin Carlos qui est passé par Yverdon. Oui, c'est Kevin Carlos qui est passé par Yverdon, autant pour moi. Parce que je pensais à Lucien Favre et Yverdon et Lucien Favre, pour moi, il y a une association entre non, c'est une autre histoire, Lucien Favre et Charles Van Hout. Oui, c'est une autre histoire. Vas-y. Oui, le gym a perdu Rosario cet été. Et c'était un joueur quand même indispensable dans la manière d'aborder les matchs, dans le sérieux, dans la rigueur. C'est un joueur fiable. Au-delà fiable, voilà, c'est ça. Au-delà de ses qualités techniques ou de son talent. Mais du coup, Nice a récupéré un joueur à peu près équivalent en la personne de Van Hout, dans le sens où le sérieux et la rigueur sont même encore plus présentes chez le Belge. Ouais, sur ça, parce qu'après... C'est un calibre supérieur. Voilà, tu récupères un joueur qui est titulaire aujourd'hui face à un joueur qui était bouche-trou, quoi. Qui était bouche-trou, ça fait un peu péjoratif. Il était, pense. polyvalent, oui, tu fais partie des plus durs avec lui. Il a été utile, mais là tu grimpes d'un step toi aussi. Lui il grimpe d'un step en venant dans le championnat de France et toi aussi dans l'équipe parce que il est capable de faire encore plus de choses que Rosario, notamment par exemple c'est un petit peu les problèmes techniques que pouvait avoir Pablo. Charles Van Hout c'est pas du tout le cas et d'ailleurs même il a étoffé sa palette la saison dernière quand il était plus qu'une sentinelle. Il a appris à se projeter avec un coach qui a été très exigeant là-dessus et il est passé d'une moyenne de 3 passes D par saison à 9 passes décisives la saison dernière. Donc c'est qu'il a étoffé son jeu, il est capable ça aussi de le faire. Ça dépendra aussi de l'association. Si tu as par exemple un Salis Abdoul Samed, Charles Van Hout, peut-être que Charles Van Hout sera amené à plus se projeter et être capable d'amener un plus offensivement. Quand tu as Van Hout, Boudaoui ou Sanson, tu laisses un peu plus la place à Boudaoui et à Sanson, mais ça aussi, ça va les libérer eux. Sans oublier Ndombele quand même, qui à un moment donné va rejouer au football. J'ai toujours du mal à en parler parce que Ndombele, on ne sait pas comment se projeter. C'est un joueur fantastique, mais on ne sait pas quand c'est qu'il sera prêt. Moi, j'ai juste une question, peut-être, oui. Est-ce que Van Hout pourrait jouer en défense centrale, par exemple? Moi, je pense pas. Je pense pas. Alors, je suis pas coach. Non, mais est-ce qu'il a déjà évolué, toi qui as eu... Non, c'est plus vraiment en sentinelle. Et au contraire, plus que le faire reculer, on lui demandait d'aller plus chercher vers l'avant, de plus se projeter, d'être plus à la ramasse, à la finition des actions, plutôt que de reculer. Parce que je pense qu'il est trop précieux au milieu par son intelligence, son placement, l'équilibre qu'il apporte à l'équipe, que si tu le fais reculer, tu vas avoir un trou au milieu. Et on disait que c'était le joueur qui nous manquait l'année dernière, ça. Moi, je pense que ça fait très, très, très longtemps qu'il n'y a pas eu un joueur de ce profil-là à l'OGC Nice. Vraiment, le stabilisateur. Boudaoui est un joueur extraordinaire. Peut-être non, ça va au-delà encore, parce que Seri, c'est dans la construction qu'il était extraordinaire, dans cette faculté de passe cachée, de ces choses-là. Cosiello aussi, qui pouvait aussi faire un peu ce... Ouais, puis ça, Papi Mendy au top de sa forme, tu vois, qui était vraiment ce qui savait tout compenser, le régulateur, et qui savait, voilà, quand il y avait un espace à combler, il était là, par son placement, il apportait une fiabilité, un équilibre énorme. Et Van Hout, c'est vraiment ce registre-là que je le trouve extraordinaire. Allez, pour clore le sujet Van Hout, on va écouter l'avis de son entraîneur Francaise. C'est un garçon qui a d'abord une grosse intelligence, mais ça, on le voit quand on voit le joueur, et on le voit quand on discute avec. Mais il va le faire de façon, il va le faire de façon calme, réfléchie, posée, mais il va passer les messages. Voilà, il passe les messages sur l'exigence, sur le côté compétiteur. Donc, oui, en tout cas,
le groupe que je vois là évoluer depuis quelques jours, depuis quelques semaines, moi, il ressemble, alors entre autres, parce qu'il y a des garçons comme lui qui sont arrivés, mais il y en a d'autres, puis d'autres qui étaient au club. Il ressemble commence à ressembler à un vrai groupe. Voilà, et ça, c'est ce qui me plaît le plus. C'est ce qui me plaît le plus, oui. Ouais, ça plaît à Francaise qu'il voit en ce moment avec l'arrivée de Charles Van Hout. Alors, sur le match face à Nantes, il y a eu un buteur, un magnifique but de la part de Jérémy Boga, son deuxième de la saison. Ça va nous donner l'occasion de faire le pour-contre. Jérémy Boga est-il capable de marquer 15 buts dans une saison, comme le dit Francaise, comme le répète à longueur de conférence de presse le coach de l'OGC Nice? Eh bien, c'est le débat cette semaine dans Gym Tonic. Et on va donner la parole à Will pour commencer. Ben, je vais dire oui à la manière d'un Evan Guessant. La saison passée, c'est-à-dire que Boga, il a cette faculté à pouvoir jouer sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire que déjà le premier, ses qualités de percussion en font un joueur très dangereux et imprévisible pour la défense adverse, et à un moment donné, comme on l'a vu avec Evan Guessant, forcément il va susciter un marquage un peu spécial, une attention un peu spéciale, une prise à deux, et il va ouvrir des espaces aux autres, mais il a la qualité pour donc déséquilibrer. Et le fait de jouer à gauche et de travailler ses projections, ce que lui incite à faire Francaise, exemple son but contre Auxerre, va lui permettre de bénéficier des centres de Jonathan Klaus. Et je pense que c'est l'arme fatale au niveau passe décisive de l'OGC Nice, la qualité de centre de Jonathan Klaus. Donc ça aussi une arme supplémentaire pour Jérémy Boga pour marquer des buts. Et dernier point pour moi qui me favorise cette pensée-là, c'est que je pense qu'il a trouvé un cadre aujourd'hui, Jérémy Boga, qu'il n'avait pas eu encore à l'OGC Nice et peut-être même pas encore dans sa carrière. C'est-à-dire déjà un coach qui arrive à lui donner confiance, qui arrive à vraiment lui montrer de l'importance, et un entourage aussi. Il a changé d'agent cet été, pas des moindres, mais Issa Ndiaye qui est quand même un des agents les plus influents en France, et c'était souvent conseillé par la famille, Jérémy Boga, et la famille très présente avec lui. Et peut-être que ça polluait l'esprit parfois, parce que quand on parle d'un transfert en famille, tout ça, il y a un peu tous les avis, et à la maison on en parle. Là, il va être un peu débarrassé de toute cette, entre guillemets, pollution externe, et pouvoir se concentrer à fond sur le terrain. Et dans une équipe où, comme le dit le coach aussi, qui commence à trouver vraiment une cohésion en interne, un état d'esprit, une ambiance positive, plus que les saisons passées, je pense que lui peut surfer là-dessus, et s'il y a un joueur sur lequel je vais mettre une pièce pour marquer beaucoup de buts cette saison, c'est Jérémy Boga. Voilà, le pari fait par William. Aurélien. Je suis plus sceptique parce que Boga, certes, c'est un joueur frisson, ça c'est indéniable, mais pour moi ça a toujours été ce joueur déstabilisateur, mais jamais vraiment impliqué dans les statistiques. Bah, si on regarde sa saison, sa plus haute saison en termes de stats, c'est 11 buts en 34 matchs avec Sassuolo, ce qui est très bon, mais il n'a jamais vraiment réitéré ce genre de performance dans toute sa carrière. Parce que sinon on est autour des 2-3 buts par saison, un ratio un peu faible quand même pour un ailier, mais qui s'explique parce que Boga, malheureusement, c'est un joueur qui est quand même souvent blessé. Il a des pépins physiques à répétition. On est environ autour d'une blessure quasiment par saison depuis le début de sa carrière. Donc on est à peu près sur une dizaine de blessures. Et puis c'est pas des petites, parfois il a été absent des mois. On se rappelle l'année dernière, il a raté quasiment même l'intégralité de l'hiver. Ça a été des blessures en plus préjudiciables. Donc c'est un joueur qui est malheureusement fragile, qui peut rechuter en tout cas physiquement. Et puis au-delà de cette particularité, ça a toujours aussi été un joueur un peu irrégulier, dans le sens où oui, il peut flamber sur 2-3 matchs, sur un début de saison, comme là on le voit contre Auxerre, contre Nantes, être décisif, faire des passes décisives même, mais qu'on peut oublier quasiment en un mois avec des prestations insipides, ou être totalement transparent, surtout s'il s'enferme dans un rôle justement de percussion, de création. Il peut en venir à oublier un peu là où on l'attend vraiment, c'est-à-dire devant le but.
Donc Francaise, c'est pour ça d'ailleurs que Francaise lui a touché 2 mots à ce propos. Voilà les avis de William et d'Aurélien. Alexandre, voilà, on en attend beaucoup de Boga depuis qu'il est arrivé à l'OGC Nice. Aurélien l'a un peu dit, il a eu des moments compliqués aussi physiquement. Pour toi, c'est le nouveau Evan Guessant de l'OGC Nice? Il peut être le nouveau Evan Guessant de l'OGC Nice? Oui, clairement, il peut atteindre les 15 buts. Je pense que c'est un objectif que lui a donné certainement Francaise. Il a dû certainement lui donner des sous-objectifs en termes d'hygiène de vie peut-être, en termes de constitution de son environnement, d'être un peu plus focus peut-être sur le football, de moins mélanger un peu les différents aspects un peu dans sa vie. Peut-être que c'est quelque chose qui a été mis en place. Mais je pense que là, il arrive quand même à maturité. Tu vois, il a quand même une maturité, il est stabilisé dans le même club. Il comprend maintenant tout ce que souhaite le coach, et le coach parle de groupe, donc il va l'intégrer vraiment au niveau de son plan de jeu pour essayer de bénéficier au mieux, on va dire, de ses caractéristiques de percussion, de vitesse, et je pense que c'est un peu comme Dembélé, on va pas faire une comparaison, mais Dembélé a eu besoin d'un déclic, il a eu pas mal de blessures, il a modifié un peu son environnement, ce qu'est en train de faire Boga, et il a eu ce déclic-là. Donc je pense qu'on peut typiquement y arriver. Ouais. Je pense que vraiment, c'est un joueur qui peut arriver entre 10, 15 buts. Et, les matchs ne vont pas manquer cette année entre la Coupe d'Europe et en espérant qu'il n'y aura plus que 8. Je pense qu'il aura de quoi, et l'effectif n'est pas non plus hyper large. Donc c'est l'hygiène de vie qui va lui poser peut-être... pas l'hygiène de vie, pardon... sa fragilité qui va être importante pour lui, je pense. Toute proportion gardée, puisque j'allais y venir justement à ce parallèle avec Ousmane Dembélé. Antoine, est-ce qu'il peut devenir, comme Dembélé l'est aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de talent à Paris, mais l'atout offensif numéro 1 de l'OGC Nice? Après, moi, c'est mon avis. J'espère que Alex et William auront raison pour l'avenir. Mais pour moi, Jérémy Boga, quand on voit sa carrière, c'est un intermittent du spectacle. Je vois Dembélé. Effectivement, Dembélé, il a été très bon cette dernière saison, mais il avait été très bon à Rennes, il a été très bon à Dortmund aussi. Au Barça, il avait eu quelques petits soucis. C'est vrai qu'après là, il avait été moins bon, mais il avait déjà été très bon. Alors que Boga, c'est vrai qu'il a marqué 11 buts avec Sassuolo une année. Mais après, sinon, il est à 2 buts, 3 buts, il est blessé. J'ai regardé, il n'a pas fait plus de 30 matchs dans une saison. Donc, moi, j'adore ce joueur. C'est un joueur frisson, et c'est vrai. Comme Jean-Pierre River qui l'avait dit quand il était arrivé. Ah non, mais j'espère de tout cœur qu'Alex, il arrive à maturité. J'espère que c'est vrai. 28 ans. Moi, j'ai du mal à le voir comme Guessant, mais Guessant était plus jeune. 28 ans, ouais. Il a 28 mais quand même, ans. C'est vrai qu'il n'a pas fait des saisons exceptionnelles. Donc, moi, jusque-là, quoi. Le problème, c'est qu'il fait un bon match et après, il disparaît pendant plusieurs semaines. Moi, j'ai du mal à voir comment ça va changer. J'espère me tromper. Mais Boga Prime, cette marqué saison. 11 buts avec Sassuolo en 2019-2020, c'est pas... Oui, mais c'est une saison sur 10 en carrière. Oui, mais après, c'est toujours pareil. C'est toujours trouver la régularité, trouver la stabilité. C'est ce qu'il n'a pas eu jusqu'à présent. Et je mets la pièce qu'il la trouvera cette année. Et quand tu parles de Dembélé... Moi, je suis plutôt de ton avis aussi. Quand tu parles de Dembélé, je pense à autre chose, au placement de Dembélé. Luis Enrique l'a recentré. Francaise l'a essayé de le faire aussi avec Boga l'année dernière, notamment au derby, où avec Shaw, ils alternaient en 9. Il est marqué d'ailleurs. Et il avait marqué. Et l'avenir nous le dira, mais Mofi, Kevin Carlos, pour l'instant, il n'y en a pas un qui se détache et qui on dit c'est lui le titulaire en 9. Et si jamais, avec le retour de Shaw, avec Diop, avec Johnson, Francaise avait envie de changer un peu de solution et de mettre Boga en numéro 9. Et je pense à la Dembélé. Et je pense que Boga en numéro 9, ça peut marquer des buts. Il est capable de faire les efforts comme Dembélé les fait. Ça sera à lui... C'est un cadre, en fait. Et je pense que, voilà, la stabilité, le cadre, cette année, il a l'occasion vraiment de l'avoir. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire sur le dossier Jérémy Boga. On souhaite bien évidemment qu'il atteigne cette barre des 15 buts cette saison. Un petit mot avec toi, Alex, pour parler un peu de ton actualité malgré tout, avec donc cette sélection haïtienne. Raconte-nous cette belle aventure. Alors écoute, c'est une aventure qui est venue un peu sans... Enfin, c'était assez surprenant parce que c'est un collègue à moi, Sébastien Migné, qui a joué à l'époque à Valoris quand il était en D3 ou en D2, qui a fait plus de 10 sélections et qui m'appelle un jour et qui me dit « Alex, je vais prendre la sélection d'Haïti, est-ce que ça t'intéresse ?» J'étais un peu surpris,
si tu veux, voilà, c'est pour moi, bon, on connaît un peu le contexte haïtien, la guerre et autres. Bon, j'ai dit allez, vas-y, challenge parce que c'est intéressant. On a une belle équipe, on va peut-être jouer, on va jouer la qualif Coupe du Monde. On a des bons joueurs dans une partie du globe que je connaissais pas, donc voilà, ça m'a un petit peu tâtonné. Et j'ai très vite dit oui, tu vois, sans parler financier ou autre. C'était vraiment sur l'aspect sportif et découvrir une nouvelle culture. Donc ce que je découvre, parce que c'est la culture, t'as les Sud-Américains, t'as l'Amérique centrale, les Mexicains, t'as les Nord-Américains. C'est vraiment une méthodologie. T'en as parlé avec Romain Genevois avant ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, Romain, il a fait longtemps, il avait fait d'ailleurs une belle épopée. Ouais. Mais bon, là, on a fait la Gold Cup au mois de juin. C'est plutôt bien passé. Même si on n'a pas eu exactement les résultats, mais là on est en liste encore pour la qualification historique en Coupe du Monde, tu vois, donc on a fait 3-3 au Costa Rica en marquant un triple à Navas. Quel joueur, ouais, dans un stade incroyable. Et non, on a des belles choses qui nous attendent. Maintenant, on a eu déjà des beaux résultats. On a fait 10 victoires consécutives, c'est un record en sélection. Ça faisait 45 ans qu'ils n'étaient pas arrivés, ou 47 ans qu'ils n'étaient pas arrivés au dernier tour de qualification Coupe du Monde. Donc on est dans le projet, on est dans le pari. Il y a des joueurs à surveiller là, dans cette équipe d'Haïti. Ouais, on a des bons joueurs. Il y a Bellegarde qui joue à Wolverhampton, il y a Isidore qui va peut-être venir, qui joue à Sunderland. T'as beaucoup de joueurs en MLS qu'on connaît un petit peu aussi au championnat français. T'as Jean-Jacques Danley qui joue à Metz, qui est un top joueur, qui joue à Philadelphie. T'as Fafa Picault qui joue à Inter de Miami avec Messi. T'as Hudson-Edouard qui peut venir. Hudson-Edouard sélectionnable en équipe d'Haïti. Ouais, il a. On a Jean-Kévin Augustin, qui est sans club. Tu as, a priori, on a entendu parler, on est en train de rechercher Alain Saint-Maximin. Ah ouais, qui a des origines peut-être haïtiennes. Ah. Donc, alors là, ça sera un gros coup. Et il joue au Mexique. Ah oui. Et il joue au Mexique. Ouais, on a des profils comme ça. Bon, on a un joueur qu'on connaît pas trop qui s'appelle Ditson, qui joue à FC Dallas, qui joue en Ligue 1 tous les jours, tu vois. C'est top joueur. Mais ouais, c'est un peu particulier parce que c'est un peu une consonance un peu américaine et t'as un mélange avec les Européens. Donc, il y a un peu choc des cultures parce que c'est complètement, là-bas aux États-Unis, c'est carré, hein, tout est contrôlé, pesé, et les Européens, on est un peu plus cool, mais bon, c'est une belle aventure. Et au niveau des installations, comment ça se passe? Est-ce que c'est... Alors, on joue jamais à domicile. Ouais. Ça va faire 2 ans qu'on joue pas à domicile. Donc là, si on se qualifie, on sera la première équipe à se qualifier à une Coupe du Monde sans avoir fait un match à domicile. Et vous jouez où alors? C'est toujours à cause du tremblement de terre et des choses comme ça? Non, à cause des infrastructures n'ont pas été construites. construites. À cause de l'ingérence politique, Oui, des problèmes politiques là-bas, et c'est très dangereux. C'est très dangereux à Haïti, c'est très compliqué actuellement. Donc c'est une guerre civile. Donc tu mets pas les pieds quasiment au pays? Jamais. Non, jamais. On est soit aux États-Unis, le siège est à Miami, mais là, on avait demandé à jouer au Canada, à Miami, justement parce qu'il y a une forte communauté haïtienne, et on nous a interdit parce que tu as en fait la CONCACAF elle est divisée en 3 on va dire sous-régions. Voilà, il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes. Donc on est obligé de jouer dans notre région, entre guillemets, donc dans les Caraïbes. On joue à Curaçao, là on a joué à Curaçao. Ouais, sympa. Dis-moi, ils cherchent pas partir en vacances, comme ça. Non, partir en vacances, incroyable, tu vois. Mais tu joues, bon, le stade est magnifique, bon, et l'équipe elle est sympa parce que Curaçao, on les a rencontrés, c'est que des joueurs qui jouent c'est un peu l'équipe réserve, c'est le vivier de l'équipe de Hollande. Donc il y a un grand partenariat. C'est Dick Advocat quand même, le coach, et ça joue bien en ballon, tu vois. Mais tu joues devant, je te dis, là on a joué le Honduras, on a fait 0-0, il y avait 5000 spectateurs et il y avait 3000 Honduriens. Et tu sens que si tu... c'est comme à l'Alliance Riviera, si tu joues à domicile, que tu es poussé par la BSN ou par ton public, mais tu vas chercher des points. Donc c'est encore plus difficile. Tu vois, là, tu as joué au Costa Rica, le stade était incroyable, plein, enfin, ils ont été poussés. Tu vois, on mène 3-2 dans les arrêts de jeu et ils nous égalisent parce que ça pousse. Et peut-être que, voilà, mais c'est une belle aventure. Dans la qualif là, pour les Coupes du Monde, vous êtes situé comment là encore? Alors, là, dans la dernière phase, c'est un groupe de 4. Il y a Nicaragua, Honduras et Costa Rica et nous. Le premier qualifié directement. Le deuxième fait les barrages. Là, on a fait 2 matchs. On a commencé là. On a fait 2 matchs nuls. 0-0 contre Honduras à domicile, qui est une très très belle équipe, vraiment, qui a fait demi-finale de la Gold Cup, mais qui est vraiment très bon. Il y a des très très bons joueurs. Et on a fait 3-3 au Costa Rica, qui est aussi une top équipe. Tu as vraiment des joueurs Ugalde qui jouent en Europe, qui sont des Alcocer, c'est vraiment des top joueurs. Donc, on est dans le game, on est là, on va jouer 2 matchs à l'extérieur au mois d'octobre, et après on va recevoir, entre guillemets, le Costa Rica et le Nicaragua. Donc si on est encore dans la course, je pense que
ça peut être intéressant. Et on critique la nouvelle formule de la Coupe du Monde, mais voilà, ça offre par exemple à des pays comme ceux-là la possibilité, pourquoi pas, d'être parmi ces 48 équipes qui joueront à des pays et à des joueurs aussi, puisque comme il en parlait, il y a certains joueurs qui n'ont jamais, jamais été internationaux. Alan Saint-Maximin, c'est une opportunité par exemple pour Alan Saint-Maximin d'aller espérer jouer une Coupe du Monde. Donc c'est une belle histoire pour le pays, c'est une belle histoire pour certains joueurs. Après, aussi. La cadence des matchs aussi, la multiplication des matchs, c'est un autre débat aussi. Les déplacements, les déplacements surtout. Les déplacements, parce que si tu joues, Alan il joue au Mexique. S'il est sélectionnable, ça poserait pas trop de problèmes. Mais un joueur qui joue en Europe, c'est dur. Tu vois, on a Arcus qui joue à Angers, on a un joueur qui joue à Nancy. On a des joueurs qui jouent en Angleterre, Bellegarde, à Bastia. Enfin, c'est dur. Le décalage pour un Balogun, pour un Bombito, quand ils vont en sélection canadienne, américaine. Mais il y a bien sûr, très dur. Moyens aussi pour les fédérations, pour les faire voyager. Les fédérations. On a fait maintenant, on nous donne les moyens. On est encadré par la FIFA. Donc le projet est encadré par la FIFA, donc c'est bien structuré. Mais non, il y a des moyens qui ont été mis en place, notamment pour cette dernière phase de qualification à la Coupe du Monde. Et on a mis toutes les stratégies de récupération en place, d'accompagnement quand on arrive et surtout quand ils partent. C'est-à-dire que nous, on fait ce qui nous intéresse bien sûr pour l'arrivée des joueurs qui soient le plus vite opérationnels et performants, mais on veut aussi qu'ils retournent dans leur club. Sainement, qu'il n'y ait pas de risque de blessure par rapport à la fatigue. Sur la dernière trêve internationale, ça a été un sujet, les blessures. Et tous les joueurs sont francophones? Alors non, justement, il y en a beaucoup qui sont qui jouent en MLS. On a une dizaine de joueurs qui jouent en MLS. Donc on parle en anglais, mais ils parlent tous un peu français, un peu le créole. J'apprends. Pas facile. Et après, on se débrouille, mais c'est un peu, on parle les 3 langues. C'est cool. L'ambiance, elle est plutôt, très bonne. Un staff uniquement français? Un staff français, donc Sébastien Minier qui était local. On a récupéré, on avait David Baltas qui est parti maintenant, qui est DTN aux îles Fidji, qui va préparer la Coupe du Monde U17 au Qatar. Et on a récupéré Sébastien Rabot qui est entraîneur adjoint avec de la Major à Orléans, plus un autre, on est en train de garder, on est 4, plus des kinés qui sont français. On a un staff médical qui est français. Et après, on essaie de compléter avec les locaux. On essaie d'aider, parce que c'est important toujours de s'intégrer à la culture locale. Donc on essaie de promouvoir aussi des personnes qui sont haïtiens, donc ça c'est important pour nous. Comme tu vois, quand on arrive avec Claude Puel à Nice, on a essayé de promouvoir vraiment, on a essayé d'essayer d'aider un peu les joueurs locaux, les personnes locaux, tu vois, les préparateurs physiques, les kinés. On n'a pas essayé de chercher à l'extérieur toujours des compétences, on a essayé de chercher à l'intérieur du club les forces vives et développer nos capacités tous ensemble. C'est important, je pense, tu vois, c'est constituer un groupe mais élargi, et le groupe pour moi il y a à la fois les joueurs mais il y a aussi le staff au sens large, tu vois, administratif, c'est important de créer ce groupe là et quand tout le monde va dans le même sens, en général les résultats ils vont suivre, et Franquet, je pense que là-dessus c'est pas mal. Aurélien, pour terminer. Et vous avez toujours joué à Curaçao? Non. Vous avez fait des voyages? Non, on a fait Aruba pour jouer à domicile, on a joué en Guyane, on joue un peu partout. Ouais, voilà, c'est sympa. Vous connaissez pas Aruba? Non. Aruba, c'est incroyable. Les gens connaissent pas trop, mais c'est une région du monde, c'est une partie du monde, c'est les Caraïbes. Il y a des grands tournois de poker à Aruba. C'est incroyable. Ouais, c'est le baseball là-bas, le baseball, le pickleball, c'est football, pas trop football là-bas, ils sont pas trop football. Tu vois, les Caraïbes. Ouais. C'est pas mal quand même, comme métier. On pourrait faire gym tonic dans les Caraïbes. On va le faire, on va organiser ça. Si se qualifie pour la Coupe du Monde, on délocalise. On délocalise. On va faire ça. Bon, en tous les cas, on vous souhaite bonne chance pour ces qualifs. Merci pour la Coupe du Monde. On te souhaite bonne chance et puis tu reviendras nous en parler. Si par bonheur vous arrivez à vous qualifier pour cette Coupe du Monde, ça serait quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Tu nous diras tout ça. Ça serait incroyable, ça serait beau pour le peuple. Tu vois, enfin. Au-delà parce que là, il parle de 16 millions de dollars, tu te qualifies, tout ça, j'entends parler d'argent. Mais moi, c'est pas du tout ça qui est intéressant. Ouais, le peuple. Tu vois, quand j'étais avec la sélection de Côte d'Ivoire de Drogba, il y avait des problèmes politiques. Et quand on s'est qualifié pour la première fois à la Coupe du Monde, tu vois, en 2010, si tu veux, ça a rassemblé le peuple. Tu vois, et là, l'idée, c'est vraiment ça. Il y aurait toute une symbolique, ce serait incroyable, tu vois, de pouvoir un peu réunifier tout le monde, et ce serait... Ramener de la fierté. De la fierté, mais surtout réunifier le peuple, tu vois, au-delà, parce qu'ils vivent des choses qu'on n'entend pas en Europe, c'est la folie, tu vois, il y a des pillages, on a notre intendant quand même, sa fille s'est fait enlever,
tu vois, quand on était une fois en stage, tu vois. Donc tu as au téléphone tout le temps, enfin, c'est compliqué. Tu as des trucs, demande de rançon, enfin, c'est compliqué en Haïti. Parce qu'il y en a qui habitent en Haïti, tu vois, mais t'as pas le droit. Et maintenant, avec Trump, tu vois, il a mis les Haïtiens n'ont plus le droit de venir aux États-Unis. Il y a une histoire comme ça, sauf c'est un visa, enfin bref. Mais non, c'est un pays qui est torturé, mais qui est un très beau pays. C'est à côté de la République dominicaine, c'est la même île. Hein. Ah oui, c'est la même île, il y a une frontière au milieu. Donc tout le monde va en République dominicaine. Je peux te dire des images que je vois, Haïti, c'est peut-être plus beau. Ouais. Donc on ira peut-être tous ensemble. En tous les cas, nous, on va passer des Caraïbes à la Bretagne et à Brest, ça va pas être la même ambiance. Hein mais je pars en Bretagne. Pas la même température, mon cher Will. Avec ce Brest-Nice, donc on a titré, premier match d'une grosse série parce que on va voir le calendrier qui attend l'OGC Nice jusqu'à la trêve internationale avec le début donc de l'Europa League. Brest-Nice, Nice-AS Roma, ça sera mercredi, on va en dire un mot aussi tout à l'heure. Puis réception du Paris FC avant 2 déplacements donc à Fenerbahçe en Turquie, puis le derby Monaco-Nice pour clôturer ces 15 jours, 3 semaines là, dantesques. Will, là, il faut prendre des points sur ces matchs-là. Ouais. C'est le moment de faire une série, comme on dit, si ce n'est que des victoires, c'est au moins essayer de ne pas perdre sur toute cette séquence-là. Rome, c'est bien démarrer la campagne européenne, on sait à quel point le premier match est très important. L'année dernière, les 2 points perdus contre la Sociedad, tu les as traînés comme un boulet jusqu'à la fin. Donc Rome, ça sera très important. Et puis Paris FC, un promu qui sera compliqué à jouer, et puis derrière t'enchaînes Fenerbahçe, Monaco dans le dur direct. Donc ouais, c'est une belle séquence et de quoi un peu aussi s'étalonner, voir un peu vraiment de quoi est capable cette équipe-là. Et pour pas vous faire trop peur, on a mis que jusqu'à la trêve internationale parce qu'après la trêve internationale, c'est encore très octobre derrière terrible. Le mois d'octobre, octobre rouge. Ouais, ça peut être octobre rouge, octobre noir, octobre rouge et noir, on verra bien pour les Aiglons. Dans cette justement on commence l'accumulation de matchs, là on va commencer à jouer tous les 3 jours du côté de l'OGC Nice. Est-ce que il faut prendre ses précautions quand on connaît un peu la fragilité de l'équipe concernant les blessures? Alors, j'aime pas utiliser ce terme de fragilité parce que je pense pas qu'ils ont une fragilité plus qu'une autre équipe. C'est récurrence en tous les cas. Voilà, ils ont eu beaucoup de blessures d'ordre traumatologique, donc des coups, des impacts, donc je suis pas forcément plus inquiet que ça. Et les joueurs, ils préfèrent jouer des matchs tous les 3 jours. Ce rythme-là de jeudi-dimanche, il est plutôt plaisant. Il est plutôt plaisant et agréable et facile à gérer. Non, je suis pas du tout inquiet. Et je dis, les joueurs, ils aiment bien plutôt avoir ce type d'enchaînement. Après, évidemment, staff médical, en termes de stratégie de récupération, de nutrition, de la logistique, parce que c'est une logique. Là, ils n'ont pas des gros déplacements. Tu vas jouer à Fenerbahçe. Le plus loin, c'est aller en Turquie. Ouais. Voilà, ça va, tu vois. Et tu joues 3 matchs à domicile. Tu vois, là, c'est 5 jours, enfin, c'est 5 matchs. On compte à domicile à Monaco ou pas? Tu peux, t'as le droit de le dire. Je sais pas, je posais la question. T'as le droit de le dire, non, mais toi, t'as le droit de le dire. On va fâcher les mounous. Non, mais je pense que ça va le faire. Ça va le faire. L'année dernière, on avait fait un truc comme ça et puis ça nous avait pas porté bonheur. Non. La Coupe de GC, ça avait fait ça en disant que le match à Monaco était un match à domicile et on avait perdu les 3, quoi, quasiment. Mal inspiré. Ouais. Bon, donc attention. Ouais. Aurélien, il y a d'abord ce match à Brest. Brest qui est une équipe qui est en difficulté quand même dans ce début de championnat, qui a perdu des joueurs et Eric Roy a du mal pour l'instant à obtenir des résultats. On sent que c'est un nouveau cycle, ça y est, la génération dorée de la Ligue des Champions est partie, Lesmelou le premier. Et Brest en grande difficulté, battu par le Paris FC, justement à domicile, donc d'où l'intérêt de faire très attention sur le match ensuite qui va venir à domicile contre le Paris FC. Mais Brest n'a pas trouvé les solutions et surtout encaisse beaucoup de buts. Pensez aussi à Majiki qui a été prêté par Monaco et qui fait pas un grand début de saison. Ils ont changé leur gardien aussi titulaire, donc puisque Majiki avait pris carton rouge. Bon, c'est encore une équipe en rodage et on sent que la dynamique est pas près de s'inverser. Il faudrait pas que Brest ait des idées justement contre Nice. Avec le départ de Mady Camara aussi, on va regarder le classement pour l'instant après 4 journées de Ligue 1 et voir que cette équipe de Brest, effectivement, un seul match nul pour l'instant en 4 matchs, occupe la 17e place du classement face à une équipe niçoise qui s'est repositionnée dans la première partie avec cette victoire, 6 points
sur 12. Bon, pour l'instant, c'est assez anecdotique. On se souvient évidemment du dernier match de championnat la saison dernière. Oui, avec ce 6-0 des Niçois face à Brest. C'était une équipe qui sortait d'une belle saison malgré tout en Ligue des Champions, qui avait assuré son maintien au final assez rapidement. Là, il y a un peu plus de difficultés pour Eric. Ouais, il y a des difficultés. Il y a eu toute une équipe à reconstruire. Puis, je pense que la saison dernière a été éprouvante aussi pour les Brestois parce qu'ils ont fait un super parcours, faut le rappeler, en Ligue des Champions. Personne n'aurait misé une pièce sur leur qualification pour les barrages, même si ça s'est un peu mal fini face au PSG. Ils se sont fait étrier, mais c'est normal puisque au final c'est le futur vainqueur. On va pas faire de les la mains compétition. avec la Coupe d'Europe l'année dernière. Hein, non. Donc voilà, ils avaient assuré leur maintien quand même avec des résultats parfois assez remarquables contre des gros aussi du championnat. Hein. Ils ont embêté certaines équipes dans la course à la Ligue des Champions. Donc voilà, là c'est régénérer un peu tout ça. Et puis ils ont un mercato compliqué aussi. Malgré les départs, ils n'ont pas pu vraiment recruter. C'est encore Ils ont gardé des sous pour justement faire vivre le club. Voilà, les coûts de fonctionnement, même les 30 millions qu'ils ont pu récupérer par la Ligue des Champions, ils sont conservés pour justement... pour s'assurer les deux saisons, la saison et la saison prochaine. Ce qui prouve la mauvaise santé du football français. Oui, parce que l'histoire des droits télé, il n'y a plus de droits télé. Imagine s'ils n'avaient pas la Ligue des Champions, et ils auraient été peut-être un dépôt de bilan. Exactement. Exactement. Mais de toute façon, il ne masque pas. Grégory Lorenzi le disait souvent, que sans la Ligue des Champions, peut-être que ce club-là ne pourrait plus être en Ligue 1. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Eric Roy, après on sait que c'est un vaillant. Quand il est arrivé à Brest, c'était une équipe en déliquescence totale et on a vu ce qu'il a redressé derrière. Donc faut toujours rester méfiant. Il connaît très bien l'OGC Nice. Peut-être que c'est l'un des coachs de Ligue 1 qui connaît le mieux l'OGC Nice. Donc ce sera quand même un match compliqué. Antoine, on parlait de ce 6-0 de fin de saison dernière. Est-ce qu'il peut encore l'avoir en travers de la gorge, même si c'était sur le dernier match de championnat, une petite réaction d'orgueil pour montrer, on n'est pas, même si l'équipe a changé, on n'est pas là pour se faire marcher dessus. Moi je pense pas du tout, parce que c'était un dernier match. Ils auraient pu jouer un petit truc en Europe si jamais Lyon n'avait pas été. Mais ils étaient trop loin, ils le savaient, ils ont lâché. Donc non, je pense qu'il y aura sur ce match-là, il y aura rien. Moi, je pense qu'ils auront plus une revanche à prendre par rapport à leur début de saison qui est pas bon. Alors c'est dommage parce qu'ils avaient fait une bonne préparation. Ils avaient même battu Naples, il me semble, en préparation. Brest, mais ils avaient Madi Camara, ils avaient Pierre Lesmelou à l'époque. Ce qui n'est plus le cas, et c'est quand même deux cadres qui sont perdus. Donc il y aura Ludovic Ayark qui est toujours se méfier de la tête. Mais je pense qu'ils ont plus une revanche à prendre par rapport à leur début de saison que par rapport au 6-0 de l'année dernière. Bon, on va écouter Francaise à propos de cette équipe de Brest. On sait qu'il peut y avoir un jeu direct ou pour dévier, on sait la qualité de leur point d'ancrage, c'est les joueurs qui peuvent venir autour, la capacité aussi à amener beaucoup de centres sur certaines situations, pied fort, faux pied. Donc oui, on sait, en tout cas, à la fois on les connaît, on les analyse comme tout le monde, et on sait sur quoi on devra répondre aussi pour gagner ce match-là. Voilà, Francaise sur son avis sur cette équipe de Brest. On va passer à la compo probable avec William. Voilà, ce match donc à Francis Leblé avec une nouvelle animation. Vous allez découvrir ça pour notre compo probable. Magnifique animation. Donc on commence par le gardien. Yvan Diouf, sans surprise. La défense à 3. Alors Opong qui va avoir un véritable test. Face à Ajorc. Jeu aérien, on dit que c'est sa force numéro 1. Ludovic Ajorc, ça va être un gros duel. Et on prend le pari de Melvin Bard parce que, comme l'a dit encore Francaise, il aime bien avoir un défenseur axial gaucher. Dante ne sera pas là. Melvin Bard a apporté satisfaction l'année dernière dans ces situations-là. Avec l'arrivée de Thiago Gouveia, il y a cette possibilité de recentrer Melvin Bard en axe gauche. Il a fini comme ça au Auxerre, d'ailleurs. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a fini contre Auxerre. Contre Nantes, pardon. Contre Nantes, oui. Tu m'as induit en erreur. Oui, non, contre Nantes, pardon. On l'a refait. Au milieu.
Au milieu de terrain, donc on change pas des choses qui fonctionnent. Klos, Van Hout, Boudaoui. Même si à un moment donné il y aurait une gestion à faire sur l'enchaînement des matchs avec Boudaoui. Mais la gestion elle sera peut-être faite là, parce que le match en cours de match plutôt. Et puis le match est mercredi aussi en Coupe d'Europe, tu auras 3 jours pour récupérer. Par contre peut-être derrière entre Rome et Paris FC, peut-être une gestion. Notamment avec Morgan Sanson maintenant qui est une vraie solution. Et Salis Abdou Samed. Et Salis Abdou Samed, exactement. Thiago Gouveia, donc en piston gauche. Qui ressemble beaucoup à Grégoire Puel quand même. Alex, toi qui a été l'entraîneur, enfin le préparateur physique de Grégoire Puel, il y a une petite ressemblance. Et un peu à Aurélien. Ouais. Plus Aurélien que Grégoire. Je suis d'accord. Ah ouais, je suis d'accord. Le Grégoire Puel portugais. Et en attaque. Et en attaque, on va aussi continuer avec le trio aligné contre Nantes, avec Diop, Carlos et Boga. Donc Boga qui est l'attaquant en forme. C'est plus compliqué au niveau du 9 comme de l'autre pendant de Boga. Johnson qui a encore fait une entrée timorée. Mohamed Ali Chaud qui sera peut-être dans le groupe mais pas encore prêt pour démarrer. Bombito aussi d'ailleurs. Bombito peut-être dans le groupe mais je pense que on sera plus amené à le voir dans la succession des matchs à venir. Mais en tout cas, oui, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles, ouais, c'est important de retrouver un peu des forces sur le banc aussi. Avec un Ali Abdi aussi qui commence à reprendre. Ali Abdi qui commence à reprendre aussi par séquence. Voilà ce qui donnerait donc cette compo-là entre l'OGC Nice et Brest pour ce match donc de 19h samedi soir du côté du stade Francis Leblay. On va vous faire gagner des places pour Nice-Robin. On y va. Le cadeau de la semaine donc concerne le pronostic du match entre Brest et Nice. Vous en avez l'habitude avec donc le score exact à pronostiquer, le nom des buteurs s'il y en a, le petit hashtag Gymtonic sur les réseaux pour vous retrouver encore plus facilement. Et vous aurez donc à gagner 2 places pour la rencontre entre Nice et la Roma. Ça sera mercredi à 21h du côté de l'Alliance Riviera, le premier choc de cette campagne d'Europa League pour les Aiglons que l'on espère bien évidemment meilleure que celle de la saison dernière. 2 places à gagner donc pour Nice-Roma si vous pronostiquez juste le score entre Brest et Nice. On va continuer à parler d'un Brest-Nice à travers le Souviens-toi. Un Brest-Nice de 2012, mon cher Antoine, en Coupe de la Ligue. Celui-là, je suis allé le chercher loin. Ah ouais. Je suis allé le chercher loin et en allant chercher un Brest-Nice, j'ai trouvé que c'était les premiers buts de Darius Vitanic, qui s'appelait Dario à l'époque et maintenant c'est Super Dario. Mais depuis, effectivement, donc c'était la première saison de Claude Puel à l'OGC Nice avec dans le staff Alex, qui était dans le staff. Donc, est-ce que tu te rappelles du score ? 4-2. Ah oui, mais tu me l'as dit avant. Je te l'ai dit avant. Tu me l'as dit avant l'émission. Non, mais c'était un match que j'avais un peu oublié. Puis en me remettant dedans, effectivement, on s'en rappelle. Et c'était un match plutôt intéressant. Donc Nice avait débuté son championnat avec une défaite contre Ajaccio. Ils avaient fait quelques nuls et une victoire contre Brest, d'ailleurs à domicile, 4-2 déjà. Et pour ce premier tour de 6e de finale, après donc 6 matchs de championnat, où ils n'avaient perdu qu'une fois et resté sur 5 matchs sans défaite, il se déplace donc un mercredi 26 septembre 2012 à Brest en Coupe de la Ligue, et donc là ils s'imposeront 4-2 de manière assez facile avec une équipe qui était légèrement modifiée, avec notamment Ospina dans les buts qui reprenait sa place pour ce match-là, puisque Claude Puel en début de saison faisait confiance à Joris Del. Voilà, ça n'aura pas duré très longtemps. Ospina aura vite repris sa place. Et donc le match commence plutôt bien pour les Aiglons, puisque Colo Dejak comment t'as dit ? Colo marquera le premier but de la rencontre. Alors il avait été aligné ailier gauche pour ce match-là, car il était suspendu le match d'après, et puis elle voulait tester Palin latéral gauche.
Voilà. Et pas l'un mais l'autre. Voilà. Oh. Bien lui ont appris puisque effectivement Colo allait ouvrir le score donc à 1-0. Ensuite, donc là on voit la joie des Niçois. Et ensuite, alors c'est le but gag, Ospina qui n'était pas plus titulaire. Là, on a fait une capture d'écran parce qu'on n'a pas les droits des images malheureusement. Et on voit il se met le but complètement sur un corner. Il met le but contre son camp. On appelle ça Grégorini. Ouais, faut appeler François Pignon pour avoir les droits si tu veux. Mais voilà, alors déjà qu'il n'était pas en confiance puisqu'il avait un peu perdu sa place pour Joris Del, il se met un magnifique CSC. Dont je me rappelais plus, et effectivement le pauvre Ospina donc mais par contre il s'est pas mis la tête dans le seau puisqu'après il a rebondi dans la partie et il s'est bien repris en faisant plusieurs arrêts. Et là on arrive donc au premier but de Dario Zvitanic sous les couleurs de Nice, donc on va le voir juste après avec une image pas très belle, c'est la seule qu'on a pu récupérer. C'est une il y a du monde à Brest. Ouais, déviation de la tête de Renato Sivelli sur un long ballon et Dario qui était opportuniste sur la droite de la surface et qui marque donc son premier but sous les couleurs niçois. Donc là on voit Renato qui était là, qui a fait la passe à son compatriote et néanmoins coéquipier de l'OGC Nice. Fabrice Abriel également qui était Fabrice Abriel, oui, il y avait Meriem qui était titulaire, qui a été remplacé. Didier Digard. Ensuite, Dario marquera un doublé sur une passe de Jérémy Pied, voilà, qui faisait son retour, son premier match de la saison, Jérémy, après une petite blessure. Donc 3-1 à la mi-temps. Les Brestois, où il y avait d'ailleurs dans le 11, il y avait Paul Bass et Grégory Lorenzi. Les seuls qu'on retiendra de cette équipe et reviendront à 3-2, mais il y aura une expulsion et en fin de match Esri qui était rentré à la pause à la place de Meriem réalisera un superbe retourné dont on voit là aussi un superbe ciseau. À 20 ans il avait Valentin là, à cette époque là, il est arrivé de l'AS Monaco. Voilà, 4-2. Le gym s'imposait donc 4-2 assez facilement. Et ensuite donc c'était son 6e match en défaite d'affilée. C'est la saison évidemment, le gym finira 4e. Il a un beau bondage Neymar. Oui, Neymar, ouais. Le gym finira 4e cette saison-là et Alexis Bossetti d'ailleurs était voilà, qu'on le voit ici avec Fred Joria, était dans le groupe. Et en Coupe de la Ligue, Nice a ensuite battra Lyon en 8e de finale 3-1. C'était la revanche de Claude Puel par rapport à son ancien club. Et perdra en quart de finale contre Montpellier 3-2. Et donc on avait surtout fait ce match parce que c'était le doublé de Dario Zvitanic que l'on voit ici et dont Alex peut nous parler notamment de ses débuts d'entame avec le gym qui avait été un peu compliqué. Ouais, avant qu'il marque, ça fait 3 matchs en fait qu'il avait commencé, qu'il n'avait pas marqué, il avait du mal un peu à se placer. Et Alex, tu peux nous raconter de l'intérieur ce début de saison à l'image de l'équipe, tu vois, c'était un peu à l'image de l'équipe. La pré-saison a été difficile, on a perdu pas mal de joueurs, on a reconstruit, on a pris des jeunes que personne connaissait, les Valentin Séric, Jérémy Pied, les gens ne le connaissaient pas plus que ça, Colo Zigzag, voilà, c'était pas très connu, Genevois, Botea, qui n'étaient pas encore vraiment, ils n'avaient pas l'image qu'ils ont aujourd'hui, Dario, les gens ne le connaissaient pas non plus, tu vois, il venait de l'Ajax, et en fait la construction de l'équipe elle s'est fait assez tardivement, donc on est arrivé au mois de septembre, on n'a pas eu des bons résultats, on n'a pas perdu, on a perdu juste le premier match contre Ajaccio, après c'était des nuls, voilà, on a fait que des nuls. On n'a pas fait un bon début de saison et Ajaccio c'était notre match le plus abouti je pense parce que je me rappelle on fait 25 tirs, on loupe un penalty, Mozon qui tire sur la transversale et on prend un but sur une seule frappe mais c'était difficile et si tu veux ce déclic avec ces premiers buts un peu de Dario, cette victoire à l'extérieur nous a permis un peu je pense à l'équipe de prendre confiance et tu vois parce que faut pas oublier l'équipe ça faisait 2 ans de suite que le club se maintenait à la dernière journée. Et alors rappelez-vous, je ne sais pas si vous allez peut-être le ressortir, Claude Puel dans sa première conférence de presse, il dit je viens à Nice pour retrouver l'Europe, pour jouer l'Europe. Et les gens, j'ai été choqué. Les gens disent comment ça, attendez, on joue le maintien. Tu t'es dans les 10 premiers, t'es content. On a dit ça. J'ai ri. Et au final, l'équipe a été incroyable. On jouait, voilà, ça jouait très bien. L'équilibre était le groupe.
a bien été constitué et on avait vraiment cette notion de groupe, joueurs, staff, et ça amène des résultats. Ça amène des résultats. Ça a bien été mené par Claude Puel évidemment, mais Dario nous a permis aussi voilà, quand tu as un mec qui te marque 20 buts sur une saison, c'est clair que c'est facile. Si Boga il te marque 20 buts cette saison, ça change tout. Ça change tout. C'est ce qui fait la différence entre une saison réussie et une saison moyenne. Tu disais qu'au départ, il avait un petit peu de mal à se placer au niveau du placement parce que c'est pas un monstre de physique. Ouais, alors ses qualités physiques, c'est pas vraiment ses premières qualités. On sait qu'il va pas très vite. Il va même lentement. Je pense qu'il y a duel avec Bossetti. Ouais, c'était le duel. Alexis, voilà. Si on les met les deux, tu sais que tu vas pas trop prendre la profondeur, mais intelligent. Voilà. Ouais, mais par contre, il très intelligent, bien placé. Il enchaîne vite. Bon jeu de tête, excellent jeu de tête même. Parce qu'il était pas très grand en plus. Pas très grand, mais excellent jeu de tête, il en a marqué beaucoup. Très adroit dans le but, il ne faut pas 50 occasions. Très vite, tu vois, très vite, il a parlé français. Il s'est très vite incorporé à la culture française et niçoise. Avec Renato qui était bien. Voilà. Mais il a fait l'effort. Tu vois, Renato était tout le temps là quand même. Quand tu es vite intégré dans un club, dans une structure, dans une région, ça t'aide à avoir les performances. Donc pas tout de suite, peut-être, il a fallu un petit temps d'adaptation, mais très vite. Et ça a pris, après ça a pu... je pense qu'il a été régulier sur toute la saison. Ouais. Et c'était... je pense que le public l'adorait parce que humainement déjà c'est quelqu'un d'incroyable. Tu vois, c'est une personne incroyable. Simple, d'une simplicité et travailleur. Tu vois, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de qualité physique, peu de qualité physique, qu'il ne travaillait pas. C'était vraiment quelqu'un qui travaillait beaucoup. Donc, et une bonne personne, tu vois, agréable dans le vestiaire et un meneur. Tu vois, on parlait de relais, c'était un relais aussi pour le coach. Tu vois, c'était. Grinta. On risque de le revoir, mon petit Mob dit qu'on risque de revoir Dario Zitanich cette saison du côté de l'Alliance Riviera. Ou en pointe. Mon petit doigt qui me le dit. Tiens, s'il n'y avait pas d'indiscret aujourd'hui, on risque de revoir à un moment donné cette saison Dario Zitanich. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Tu en as terminé avec ce Brest-Nice? Tu veux que j'en fasse plus? Non, c'était très bien, comme d'habitude, mon cher Antoine. Alexandre, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous sur le plateau de Ginto. Tu le sais, tu es ici chez toi. Bon courage, bonne chance donc avec la sélection haïtienne pour les qualifs de la Coupe du Monde. Ouais, on croise les doigts pour vous. Ça serait sympa de te voir, effectivement, dans une Coupe du Monde aussi. Avec un ancien niçois, Saint-Maximin, ce serait sympa. Avec Saint-Maximin, ça serait la belle histoire. Effectivement, Aurélien, William, Antoine, merci. Pas encore les vacances, c'est bientôt, ça approche. Encore une émission. Allez, bon, on sera la semaine prochaine. Ça c'est bien. On reparlera évidemment de ce match entre l'OGC Nice et la Roma. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini, Chloé Wargar et Nicolas Le Couturier à la préparation et la réalisation de cette émission. On se retrouve donc juste après, la semaine prochaine, après le match face à la Roma, jeudi, pour débriefer tout ça. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye bye.